Épisode La monoculture algorithmique du recrutement. Chapitre 1 Le même mur. Pourquoi un CV peut disparaître chez 10 employeurs différents sans que 10 recruteurs aient vraiment pris 10 décisions différentes. Imaginez une scène très ordinaire. Vous cherchez un poste. Vous adaptez votre CV, vous écrivez vos lettres, vous postulez à 10 entreprises qui n'ont en apparence rien à voir entre elles. Des marques différentes, des secteurs différents, des équipes RH différentes. Puis les refus arrivent, ou parfois seulement le silence. Et vous vous dites que chaque entreprise a dû vous évaluer séparément. C'est peut-être vrai, mais c'est de moins en moins sûr. Car derrière ces 10 portes, il peut y avoir le même portier invisible, le même logiciel de tri, la même manière de transformer votre parcours en score. Ce que vous prenez pour 10 chances distinctes peut devenir 10 passages devant le même guichet. Dans ce cas, vous n'êtes pas seulement recalé par une entreprise. Vous rencontrez plusieurs fois la même décision, simplement habillée avec plusieurs logos. Cet épisode part de là, du moment où l'automatisation du recrutement cesse d'être une question d'efficacité RH et devient une question d'architecture du marché. On parle souvent du biais des algorithmes, comme si le problème était une erreur locale, corrigeable entreprise par entreprise. Mais si des centaines d'employeurs utilisent un outil très proche, l'erreur change d'échelle, elle circule, elle se répète, elle finit par ressembler à une règle du marché du travail. C'est exactement ce que montre une étude de Stanford HAI intitulée Algorithmic Monocultures in Hiring. Les chercheurs y observent 3 400 000 candidats, 4 millions de candidatures et 156 employeurs passés par le même vendeur algorithmique, PyMetrics. Le résultat le plus troublant n'est pas seulement qu'un filtre puisse défavoriser certains profils, c'est qu'il puisse les suivre d'un employeur à l'autre, comme une mauvaise réputation produite par la machine. Un chiffre suffit à comprendre le vertige. Lorsqu'un candidat postule à 10 postes filtrés par PyMetrics, il est rejeté des 10 dans 4% des cas. 4% peut sembler faible. Mais si chaque employeur décidait vraiment de façon indépendante, ce scénario devrait être beaucoup plus rare. Ce que l'étude suggère, c'est une exclusion répétée sans réunion secrète, sans consigne commune, sans complot. Seulement parce que plusieurs organisations ont acheté la même machine à classer. Au même moment, à San Francisco, une action collective contre Workday donne une forme juridique à cette inquiétude. Derek Mobley, candidat noir de plus de 40 ans, affirme avoir postulé à plus de 100 postes filtrés par Workday sans jamais franchir le premier barrage. Et le tribunal commence à accepter une idée décisive. Un fournisseur d'outils RH peut être au centre d'une discrimination collective, même s'il n'est pas officiellement l'employeur. Voilà pourquoi le mot important, aujourd'hui, n'est pas seulement discrimination. C'est monoculture. Comme dans l'agriculture, quand une variété devient si pratique que tout le monde la plante, jusqu'au jour où la même maladie frappe partout à la fois. Dans le recrutement, la maladie n'est pas un champignon, c'est la corrélation des décisions. Trop d'entreprises, trop d'annonces, trop de refus qui finissent par dépendre du même jugement invisible. On va donc partir des champs irlandais du 19e siècle pour revenir au logiciel RH d'aujourd'hui. On verra pourquoi le droit américain peine à additionner des rejets dispersés entre plusieurs employeurs. Et surtout, on essaiera de comprendre ce qu'un DRH, un juriste ou un candidat peut faire quand le marché du travail commence à parler avec une seule voix algorithmique. La question de départ tient en une phrase. Si 156 entreprises utilisent le même filtre, combien de décisions différentes restent-ils vraiment ? Chapitre 2 La pomme de terre Lumper. 1845, Irlande. Quand tout un pays dépend de la même variété, le risque cesse d'être local. Pour comprendre pourquoi le mot monoculture est si juste, il faut quitter un instant les logiciels RH et revenir dans les champs irlandais du 19e siècle. À cette époque, une grande partie de la population pauvre dépend d'une pomme de terre très particulière, la Lumper. Elle n'est pas choisie parce qu'elle est parfaite, elle est choisie parce qu'elle est pratique. Elle pousse vite, donne beaucoup et supporte des terres difficiles. Ferme après ferme, ce choix paraît rationnel. Pour des familles qui vivent avec peu de marge, la Lumper est presque une assurance de survie. Mais quand le même choix est répété partout, il change de nature. Ce qui protège un foyer peut fragiliser tout un pays, parce qu'un système très homogène résiste mal à une menace qui sait exactement quoi attaquer. En 1845, cette menace arrive sous la forme d'un agent pathogène venu d'ailleurs, Phytophthora infestans. Il détruit les plants avec une efficacité terrible. Et comme les cultures se ressemblent trop, la catastrophe ne reste pas limitée à quelques champs. Elle se propage dans tout le système. La famine irlandaise n'est donc pas seulement l'histoire d'une mauvaise récolte, c'est l'histoire d'une dépendance devenue invisible, puis
puis soudain mortelle. Le XXe siècle donnera un autre exemple avec la banane Gros Michel. Pendant des décennies, elle domine le commerce mondial parce qu'elle voyage bien et répond parfaitement aux besoins du marché. Là encore, son succès devient sa faiblesse. Les plantations se ressemblent trop, un champignon finit par les atteindre les unes après les autres. On remplace alors le Gros Michel par la Cavendish, mais sans vraiment retenir la leçon. On change de variété, pas de logique. Ce que des agronomes comme Nikolai Vavilov avaient compris très tôt, c'est que la diversité n'est pas un supplément esthétique, c'est une protection. Dans un système vivant, la variété empêche qu'une seule attaque produise partout le même effet. Elle crée des chemins de secours, des résistances inattendues, des différences qui ralentissent l'effondrement. Transposons maintenant au recrutement. Quand de nombreux employeurs utilisent le même filtre, chacun peut avoir une bonne raison de le faire. Gagner du temps, absorber le volume, standardiser l'évaluation. Pris séparément, le choix paraît défendable. Mais ensemble, ces choix fabriquent une dépendance commune. Si le filtre écarte un certain type de profil, il ne l'écarte pas seulement ici ou là, il peut l'écarter partout où il passe. C'est là que l'idée de monoculture devient plus forte que celle de simple biais. Un algorithme biaisé pose évidemment problème. Mais même un outil présenté comme propre, calibré, audité, peut créer un danger s'il devient le passage obligé d'une grande partie du marché. Le problème n'est plus seulement la qualité du jugement, c'est le fait que ce jugement se répète trop souvent au même endroit, avec les mêmes effets. Dans une monoculture agricole, la maladie gagne parce que les champs se ressemblent. Dans une monoculture algorithmique, certains candidats perdent parce que les décisions se ressemblent. Et plus elles se ressemblent, moins le marché du travail offre de secondes chances réelles. Chapitre 3. Le droit qui ne sait pas additionner. Le contentieux de l'emploi a longtemps regardé les refus un par un. Les algorithmes partagés obligent maintenant les juges à changer d'échelle. Le droit aime les scènes courtes. Un candidat se présente, un employeur décide, et si la décision repose sur un critère interdit, comme la race, l'âge ou le handicap, le candidat peut chercher réparation. Pendant des décennies, cette image a plutôt bien fonctionné. Elle a permis de nommer des discriminations, de les prouver, parfois de les réparer. Mais elle repose sur une condition fragile. Il faut savoir où se trouve la décision. Or, l'automatisation déplace ce centre sans toujours le dire. Sur le papier, chaque refus vient encore d'un employeur différent. Dans les faits, une partie du tri peut avoir été faite plus tôt, par une infrastructure commune, avant même qu'un recruteur ne lise le dossier. Le candidat voit 10 portes fermées. Le droit, lui, a tendance à ouvrir 10 chemises séparées. Toute la difficulté est là. Comment additionner des refus dispersés quand ils viennent peut-être de la même mécanique? C'est ce que rend visible le dossier Derek Mobley contre Workday. Mobley est un candidat noir de plus de 40 ans. Il affirme avoir envoyé plus de 100 candidatures à des postes utilisant la technologie de Workday sans jamais franchir le premier barrage. L'enjeu n'est pas seulement de savoir pourquoi lui n'a pas été retenu. L'enjeu est de savoir si un fournisseur de logiciels peut participer à une décision d'embauche au point d'emporter une part de responsabilité. La défense classique du fournisseur consiste à dire « Nous ne sommes pas l'employeur, nous vendons un outil, le client reste libre de décider ». Cet argument est puissant parce qu'il correspond à l'architecture juridique habituelle, mais il devient moins convaincant si l'outil trie, classe, priorise ou empêche certains profils d'arriver jusqu'à un regard humain. À ce moment-là, le fournisseur n'est plus seulement dans les coulisses, il participe à la forme même de la décision. C'est pourquoi ce type de contentieux est si important. Il oblige les tribunaux à regarder non plus seulement l'acte final d'embauche, mais tout le tunnel qui le précède. Qui a fixé les critères? Qui a entraîné le modèle? Qui a choisi le seuil? Qui sait quels candidats ont disparu avant même qu'un recruteur les voie? Ces questions paraissent techniques, mais elles deviennent centrales dès que le même système est utilisé à grande échelle. Le droit manque encore de mots simples pour décrire cette situation. Ce n'est pas exactement la discrimination classique par un seul employeur. Ce n'est pas non plus une entente entre entreprises. C'est une troisième forme, des décisions parallèles, prises par des acteurs différents, mais alignées par le même outil. Autrement dit, une classe de candidats peut être affectée sans qu'aucun responsable unique n'ait donné l'ordre de l'exclure. C'est là que l'étude de Stanford et les affaires judiciaires se répondent. La recherche montre empiriquement que les rejets peuvent se corréler autour d'un même filtre. Le tribunal, lui, cherche comment faire entrer cette réalité dans des catégories juridiques plus anciennes. La doctrine n'est pas encore stabilisée. Elle s'écrit par fragments, au fil des dossiers. Mais le déplacement est déjà là. Le problème n'est plus seulement de prouver une mauvaise décision, c'est de comprendre une décision répétée. Et tant que le droit ne sait pas additionner ses refus, la monoculture garde un avantage énorme. Elle peut produire un effet collectif tout en se présentant comme une suite de petits choix séparés. Chapitre 4. La carte du marché. Derrière des milliers d'offres d'emploi, quelques infrastructures reviennent sans cesse. Et cette concentration change la nature
structure du risque. Pour comprendre la structure économique qui produit la monoculture, il faut regarder non pas chaque offre d'emploi, mais l'infrastructure qui les relie. Aux États-Unis, en 2026, la plupart des employeurs utilisent déjà au moins un outil d'intelligence artificielle dans leur processus de recrutement. Stanford parle d'environ 90%. D'autres estimations montent encore plus haut pour les grandes entreprises. Ce n'est donc plus une expérimentation marginale. C'est devenu une couche ordinaire du marché du travail. Le point décisif, c'est que cette couche n'est pas très diverse. Les noms changent selon les contrats, les modules et les usages, mais le paysage se resserre vite autour de quelques plateformes. Workday est souvent la colonne vertébrale RH des grandes organisations. HireVue a longtemps incarné l'entretien vidéo analysé par logiciel. Eightfall promet de scorer et de rapprocher les talents à grande échelle. Harvard, après le rachat de Pimetrix, prolonge la logique des évaluations comportementales standardisées. Chaque outil a son histoire, son interface, sa promesse commerciale. Mais pour un candidat, l'effet peut être le même. Avant d'être rencontré, il est classé. Revenons maintenant à notre candidat du début. Il envoie 10 CV parce que c'est devenu facile, presque nécessaire. Les plateformes encouragent le geste, le marché paraît incertain, et chacun se dit qu'il faut multiplier les tentatives pour augmenter ses chances. Mais de l'autre côté, les entreprises voient arriver des volumes qu'elles ne savent plus lire à la main. Elles automatisent davantage. Puis les candidats, sentant qu'ils disparaissent dans des tunnels opaques, postulent encore plus. Le système s'auto-alimente. Ce qui devait fluidifier le recrutement finit par produire un embouteillage. Et l'embouteillage justifie de nouveaux filtres. Dans ce contexte, la responsabilité devient difficile à placer. Le droit américain répond traditionnellement que l'employeur porte la décision d'embauche. Mais dans la pratique, l'employeur ne voit souvent que les profils que l'outil a laissé passer. Les autres n'entrent jamais dans la conversation. Le fournisseur, lui, explique qu'il ne recrute personne et qu'il ne fait que vendre une technologie configurée par ses clients. Chacun peut donc raconter une histoire où la faute est ailleurs. C'est ce que les juristes appellent un trou de responsabilité. Le dommage existe, le coût social existe, mais le porteur juridique du risque reste flou. Les actions visant Workday ou Eightfall et celles qui pourraient suivre après l'étude Stanford vont probablement forcer les tribunaux à refermer ce trou. Mais ils le feront dossier par dossier avec les outils disponibles, donc par à-coup. Le marché, lui, avance plus vite que les catégories juridiques chargées de le contrôler. Chapitre 5. Ce qu'on fait maintenant. Le contentieux structurel arrive et la bonne réaction n'est pas de paniquer, mais de reprendre la main sur l'infrastructure. Sortons du panorama et revenons au lundi matin d'une entreprise ordinaire. Autour de la table, il y a la DRH, le juriste, le responsable de recrutement, peut-être un représentant du fournisseur. La question spontanée serait de demander si l'algorithme est biaisé. La réponse est prévisible. Il est audité, calibré, certifié, surveillé. Très bien, mais ce n'est plus suffisant. La vraie question porte désormais sur la dépendance. Combien d'autres entreprises utilisent le même modèle avec les mêmes pondérations, les mêmes seuils, les mêmes critères de classement? Cette information est rarement visible dans les contrats actuels. Pourtant, elle devient centrale. Un DRH ne doit plus seulement connaître la performance de son outil chez lui, il doit comprendre à quel point ses décisions ressemblent à celles de ses concurrents, de ses fournisseurs ou d'entreprises qui recrutent les mêmes profils que lui. Car le risque juridique ne vient pas seulement d'un mauvais filtre, il vient d'un filtre tellement répandu qu'il transforme un refus local en exclusion de marché. La réponse n'est pas de revenir entièrement au tri manuel. Personne ne le fera et le volume des candidatures rend cette promesse peu crédible. La réponse est de reprendre la main sur les points de passage. Où l'outil intervient-il? Que bloque-t-il vraiment? Qui peut contester son classement? À quel moment un humain voit-il autre chose que les dossiers déjà pré-triés? Ces questions n'ont rien de décoratif. Elles servent à repérer les profils qui disparaissent toujours au même endroit. Et si l'algorithme participe à la décision, son vendeur ne peut pas rester éternellement hors du risque. Pour le candidat, la leçon est plus inconfortable parce que l'information est asymétrique. Il ne sait pas toujours quel outil filtre son dossier ni pourquoi il disparaît, mais il peut chercher à créer un autre chemin que le formulaire standard. Une recommandation interne, un message direct au manager, une conversation professionnelle, un réseau d'anciens élèves. Ce ne sont pas seulement des astuces de carrière, ce sont des manières de faire exister son parcours avant qu'il soit réduit à un score. Pour les avocats d'entreprise, le signal est clair. Les prochaines actions collectives ne se contenteront pas de demander si un employeur a discriminé un candidat. Elles demanderont si plusieurs employeurs, par le même fournisseur, ont produit ensemble un effet discriminatoire. La prévention commence donc par une cartographie précise du tunnel de recrutement. Non pas un schéma PowerPoint, mais une trace vérifiable. À quel moment l'outil intervient, quels paramètres comptent, quels candidats disparaissent et qui peut expliquer la décision. La clé de lecture finale, c'est que la monoculture algorithmique n'est presque jamais décidée consciemment. Personne ne se lève un matin en annonçant qu'il va coordonner son recrutement
recrutement avec ses concurrents. Chaque acteur choisit seulement une solution pratique, rapide, rassurante, vendue comme standard du marché. Et c'est l'addition de ces choix raisonnables qui crée une structure déraisonnable. Vavilov l'avait compris pour l'agriculture. La diversité d'un système n'est pas un luxe, c'est sa protection contre l'effondrement. Le recrutement redécouvre la même leçon sous une autre forme. Un marché du travail sain n'est pas seulement un marché qui évalue vite. C'est un marché qui laisse encore plusieurs manières d'être vu, plusieurs chemins vers l'entretien, plusieurs chances de ne pas être résumé par le même score. Pour l'instant, la question la plus importante à poser à un fournisseur de filtres RH tient encore en une phrase. Combien d'autres clients utilisent exactement le même modèle que moi ? La réponse risque de ne pas plaire, mais c'est elle qui dira si l'entreprise possède un outil ou si elle participe, sans le savoir, à une monoculture. Vous écoutiez la monoculture algorithmique du recrutement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.